Donc nous allons essayer de... Il est 15h40. Nous allons essayer en 50 minutes de débattre autour de cette quatrième table ronde. Je vais passer le micro dès maintenant à François pour présenter nos 5 intervenants. Désolé pour ce petit retard lié à l'abondance du repas qui a été manifestement apprécié. J'espère que nos orateurs vont pouvoir évoluer et discourir dans une salle qui va très vite se remplir. Le but de cette quatrième table ronde, qui est assez bigarrée, est d'évoquer un certain nombre de problèmes plutôt d'ordre européen, avec des visions un peu globales, et de repartir de la Normandie pour plus se projeter au sein de l'Europe. Donc, notre premier intervenant sera Jean-Pierre Kratzer, qui est à la fois le président de l'Union européenne du trot et également président de l'hippodrome d'Avenches, mais qui est un hippodrome justement où toutes les disciplines équestres ont le droit de citer. Il nous parlera de sa vision de l'Europe, du trot, mais surtout de celle de l'impérieuse nécessité pour l'Europe d'avoir un mode de financement des paris qui soit inscrit dans la durée et dans une évidente transparence. Après, nous aurons Mats Denninger, qui est suédois, le président Tatigi, qui est le PMU, l'équivalent du PMU à la mode suédoise. Après, nous aurons comme intervenant Stefan Johansson, qui est le président de EHN, l'European Horse Network, et donc qui est une instance qui réunit une vingtaine d'associations européennes, aussi bien dans les chevaux de selle que dans l'activité du pari hippique, que dans la santé animale, etc., pour faire des actions communes de promotion et de faire entendre mieux les problématiques de la filière au niveau européen et au niveau de Bruxelles. Ensuite, nous aurons Rolly Overs, qui est le directeur d'un organisme britannique qui s'appelle le World Welfare, World Horse Welfare, et donc qui nous dira sa vision sur l'impérieuse nécessité de travailler sur le bien-être du cheval et de montrer que tous les moyens et mesures sont mis en œuvre pour assurer le bien-être des chevaux. Et enfin, Éric Brion conclura cette quatrième table ronde en nous parlant de la stratégie d'Equidia, donc média de référence non seulement en France mais également dans le monde en tant que support télévisuel sur non seulement l'activité des courses hippiques mais également l'activité du cheval en général, puisque 2 chaînes ont été créées il y a maintenant presque 3 ans. Et ils nous donneront leur vision respective sur chacune de ces problématiques. Donc je donne la parole à Jean-Pierre. Merci. Qui est suisse et donc qui aura la neutralité bien connue d'un Helvète pour nous parler de sa vision de l'Europe et de la problématique de la fiscalité sur les paris. Extraordinaire. Merci François. Je voulais te remercier également en même temps pour m'avoir confié le thème prélèvement sur les enjeux hippiques, enjeux prioritaires pour la sauvegarde des modèles économiques. Et tu m'as dit 5 minutes. Voilà. Donc, quand on en est à ce stade, il faut essayer de simplifier les choses. Alors, je vais m'attacher très simplement à prendre 3 mots, le modèle économique, les enjeux hippiques et les prélèvements. Et je vais vous donner quelques réflexions qui ne sont pas forcément uniquement les miennes ou ma vision, mais j'ai la chance de présider un conseil d'administration de l'Union européenne du trot, fédération qui regroupe 20 pays,
Mais j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens de qualité et qui ont une particularité, c'est que pour la plupart, ils sont à la fois, ils ont un pied dans le monde des courses en tant que président de leur fédération et un autre dans les sociétés des opérateurs. Ainsi Dominique de Bellègue, Hans Lindqvist, que vous avez vu ce matin, Atle Larsson, Achille Cassard, moi-même en ce qui concerne la Suisse. Et nous avons au cours de ces 2 dernières années, je dirais, beaucoup de réflexions sur la construction européenne, puisque l'évolution tant politique que technologique a fait voler les frontières, a considérablement modifié le paysage qui nous entoure. Et donc, ce que je vais vous livrer sur ces quelques thèmes, c'est une approche des réflexions que nous avons. Tout d'abord, modèle économique. Comme vous le savez peut-être, il y a plusieurs pays, et dans chaque pays, il y a un modèle économique du financement des courses. Ce n'est pas celui-ci qui nous préoccupe le plus. Celui qui nous préoccupe le plus, c'est le modèle économique qui fait qu'il y a des retombées financières. Et là, ce mécanisme entre les courses et le pari est un mécanisme extrêmement complexe. C'est une machine très complexe avec des rouages, avec des leviers. Et comme le thème, c'est de mettre en évidence les leviers, c'est là que je vais insister sur les leviers. Donc, il y a pour nous principalement, mais pas exclusivement, 2 modèles économiques qui produisent justement cette richesse et cette plus-value. Le modèle historique, c'est celui que vous avez en France, en Suède, en Norvège, où les sociétés, j'appelle les fédérations, les sociétés mères, contrôlent directement ou indirectement leurs opérateurs. Ils sont ensemble, c'est comme dans l'industrie, on fait un produit, on le façonne et on le distribue. Et il y a une entente entre la production et la distribution. Et le fruit de tout ça, c'est un résultat qu'on peut comparer à un dividende. Donc c'est le résultat du fruit du travail de l'ensemble de cette composante. Or, il faut bien le voir, tous les pays n'ont pas cette chance-là. En Suède, en France, en Norvège également, c'est parti de lois qui ont instauré un monopole et qui ont permis ce développement. Ces sociétés, ces modèles dits intégrés, s'opposent à des modèles que je vais qualifier de non intégrés, sont ceux qui, dans un pays, toujours à l'extérieur, prennent des courses soit de leur pays ou de l'extérieur et on les vend à un opérateur qui, lui, essaye d'organiser les paris. La différence est qu'il y a entre le producteur des courses et le distributeur plutôt une commission, un arrangement, un retour. Donc, ça n'est pas du tout de la même nature. Donc, au niveau de l'Union européenne du trône, nous sommes très, très attachés au principe du modèle intégré. Ce modèle intégré, d'ailleurs, peut s'exporter. Je vais vous expliquer de quelle manière. Donc, quand je vous parle de la France, de la Suède et de la Norvège principalement, on peut y ajouter sous une certaine forme la Finlande, mais je vais simplifier les choses. Vous allez me dire, et l'Italie? L'Italie, justement, c'est un modèle qui était intégré à une époque. Il ne l'est plus. Je ne dirais pas qu'il est désintégré, mais c'est tout comme. Donc, pour nous, nous avons une très forte conviction, c'est que lorsque nous ne sommes pas en présence d'un modèle intégré, eh bien, l'essor des courses, les retombées financières ne sont pas présentes, ou comme c'est le cas en Italie, lorsqu'ils se désintègrent, eh bien, la situation devient toujours plus difficile. Il faut dire aussi qu'il y a possibilité de reproduire ce modèle, et c'est là la particularité du pari hippique et des courses. C'est cette consubstantialité qu'il y a entre les courses et le pari. J'aime à dire que c'est les 2 côtés d'une même pièce de monnaie. C'est indissociable. On sait aussi que lorsqu'un côté tousse, l'autre s'enrhume, et vice-versa. Donc, il est très important dans le modèle dont nous faisons la promotion, c'est que lorsqu'on va à l'extérieur de pays d'un modèle intégré, eh bien qu'on reconstruise la pièce de monnaie, à savoir que l'opérateur retrouve une autre face qui est la fédération et pas d'autre. Et vous savez que dans le monde des opérateurs, dans le monde des loteries, il y a de plus en plus de développement d'opérateurs de tout type, et parfois des privés, parfois des sociétés qui sont contrôlées encore par l'État. Donc voilà notre premier point. Stratégiquement, nous nous battons
pour que le modèle intégré subsiste, ne perde pas. Et ceci nous fait dire aussi qu'il est actuellement, dans la situation actuelle, très important que dans ces pays où le modèle intégré fonctionne, plus les accords particuliers qui sont, puisque indirectement la Suisse et la Belgique notamment joignent ce groupe, eh bien qu'on renforce cette position et qu'on adapte le cas échéant pour être fort. Il est impératif que ces pays et que ces systèmes soient très forts, sinon il n'y aura pas de possibilité de développement et d'Europe. Le deuxième mot, le deuxième groupe, je dirais, c'est les enjeux hippiques. Là aussi, il ne nous appartient pas, comme président de fédération, de porter un jugement ou de tout savoir. Nous ne savons pas. Mais nous avons une certaine expérience que nous partageons avec les responsables des différents opérateurs et qui nous permettent stratégiquement de nous positionner sur quelques points de la manière la plus simple. Je vais l'exprimer maintenant. Tout d'abord, le pari mutuel, par opposition au pari à la cote, mais on ne va pas en faire un débat. Et c'est vrai que sur les 13 milliards d'euros à peu près d'enjeux de paris mutuel, 8 concernent grosso modo en Europe, des pays européens, je parle que de ces pays-là, concernent le trot et 5 ou un peu plus le galop. Donc l'avenir du trot est très attaché à ce principe du mutuel, puisqu'il a différentes caractéristiques de sauvegarde, d'intégrité du sport, etc. Mais il a aussi cette possibilité, qu'on va voir, d'un retour à la filière sous le modèle que nous avons en France, en Suède et en Norvège. Mais nous souhaitons que l'introduction de ce pari mutuel dans des pays qui n'ont pas suffisamment de courses ou qui n'ont pas d'opérateurs sous leur contrôle se fasse en parfaite harmonie avec un développement local dans le pays de courses, de création d'hippodromes, le cas échéant, dont le financement serait non pas assuré par forcément la France, la Norvège, la Suède, mais par les parieurs eux-mêmes dans le pays où nous collaborons au niveau des paris. Ceci fonctionne, c'est le cas notamment dans mon pays, c'est le cas en Belgique et ça peut être le cas dans d'autres pays. Mais c'est un modèle qui est tout à fait reproduisible. La deuxième chose, le plus important pour nous, bien c'est la masse. La masse est extrêmement importante, la masse des enjeux. C'est ce qui fait son attractivité. Et en ce qui concerne les enjeux, nous avons 2 points sur lesquels nous sommes très attentifs. Le premier, c'est l'accès à cette masse. L'ouverture des marchés, qu'elles soient informatiques ou autres, peut permettre ou pourrait permettre à des opérateurs ou à d'autres parieurs d'y avoir accès et d'en tirer des profits que nos propres parieurs localement n'auraient plus. Nous souhaitons, et nous le savons que les opérateurs le font, lutter contre cette possibilité-là afin de protéger nos propres parieurs et nos propres sociétés de course. La deuxième chose, c'est le risque, un risque qui court, c'est la division des masses pour faire perdre l'attractivité au niveau du jeu. La division des masses, elle peut venir de plusieurs décisions. Une des décisions concerne, par exemple, un arrêt ou un décret au niveau d'un pays qui pourrait, entre le net et puis le réseau physique, poser certaines conditions, comme c'est le cas d'ailleurs, probablement dans les prochains temps. Mais c'est également la multiplication des courses offertes aux parieurs, mais c'est nécessaire aussi d'en offrir. Mais la multiplication des courses divise les masses et bien entendu la gamme des produits qui est offerte, elle a parfois le risque de diminuer encore la masse sur un jeu spécifique. La division des masses est un point sur lequel nous sommes très attentifs et nous essayons de participer à son maintien le plus longtemps possible, de quelque manière que ce soit. Puis enfin, je voudrais noter qu'au niveau de la masse, il y a quelques points qui nous paraissent stratégiques et nos opérateurs avec lesquels nous sommes constamment aussi en contact le savent mieux que nous. C'est par exemple en Suède le V75, V75, qui fait près de 60% de la marge. Donc le chiffre d'affaires n'est pas le critère important, mais c'est la marge. Et puis c'est en France, certainement, en Suisse en tout cas, le Quintet Plus, qui est un solide produit qui permet également de faire connaître les courses à l'étranger. En tout cas, ce fut le cas dans mon pays et c'est toujours le cas. Donc, il y a là quelques points stratégiques qui nous semblent extrêmement importants au niveau de la masse. Et le troisième point, le troisième mot,
ça va faire très vite, c'est les enjeux. C'est le retour à la filière. Eh bien, à part ces pays où effectivement c'est gravé dans le marbre par des décrets d'origine, le retour à la filière, dans d'autres pays, ça n'est pas le cas. Et je rappelle à ce sujet que le Parlement européen, en novembre 2011, a refusé de reconnaître le retour à la filière hippique sur les enjeux online. Donc il y a lieu ici de mettre en place une gouvernance entre les sociétés mères, les opérateurs des différents pays, pour qu'obligatoirement l'opérateur étranger reverse à la fédération dans le pays concerné. Voilà, je vous remercie, j'ai été le plus rapidement possible. Merci. Jean-Pierre a été tellement vite qu'il a mis 10 minutes, il a consommé tout son temps de parole, donc on ne va pas vous relancer pour le moment, et on le fera peut-être à la fin de cette première table ronde. Donc je vais passer la parole à Mats, qui va, lui, nous parler de sa vision, effectivement, des problématiques à la fois nationales et européennes dans un pays scandinave. And I was happy to hear that I obviously have 10 minutes instead of 5. I will use half a minute to turn to the organizers of this conference, and I'm very, and from Sweden, we are very happy to be here. The first European equine conference on French ground, linking very nicely to the previous European conference in Stockholm in 2009, when the EHN network was established, and before that also in 2005 in Austria and 2001, I think, in connection to the Swedish EU presidency in Stockholm. So I think we are getting a platform and a format to really deal with joint tasks and issues for this industry. What you see on the slide here is the development of the ATG from the beginning of the 1970s. 2 weeks ago we turned 40, and we still think we can defend a reasonable level, but you can see that it's tougher and tougher, and we all know that, being in the business. I think the same goes for here for PMU, same goes for our friends in Finland, in Norway. So that's the challenge that we have to take on. Nevertheless, this development has also had a very positive impact on the rest of the Swedish horse industry and the horse sector. And if I can get the next slide. There it is. The arrangement that I would like to mention a few words about is what is here presented as the Swedish model in the equine sector. There is owners to the ATG, as it is here in France, so the PMU, the Trotting and Races Federation. ATG is run under an agreement with the Swedish government. That agreement states that ATG should forward its surplus to their owners, but also that the betting company should forward today equivalent to around 5 billion euro, a little bit more than 5 million euro, to the horse sector, to the National Horse Industry Foundation. That foundation, of which Mr. Johansson, you will listen to in a few minutes, is the CEO, has the task to reinforce education, training, professional development in the broad sector. We also have the task in the HNS to maintain and develop research for a Nordic research concept in the equine sector. To
coordinate with the rest of the sector, we have also established a horse industry advisory board that will give us a good view on what the main task to tackle is from one time to another. And we think that we do have a reasonable model. It has worked well. Of course, there are always a discussion how much should be set aside from the surplus from the betting company to the rest of the industry. But there is always an agreement set, not the least because of that the government also have to sign the agreement. We think we are, as a structure, it is suitable. We need that because what the morning's discussion here has really communicated is that we all have similar challenges all over Europe. How to engage and get younger people, younger adults engaged in the industry, both in the equine sector as such, but as active professionals, new customers to the betting companies. And that's a challenge that I think we have together, and that is very similar and where we can learn a lot from each other. Thank you very much. Merci, Monsieur Deminger. Monsieur Johansson, donc, si vous voulez bien prendre le micro, you speak in French or in English? It will be in English. Yes, as you want. Okay. First, I will thank West France and other French organizers that we from the European Horse Network get the opportunity to be a partner to this event and seminar. And we looking forward for the future, and maybe we can strengthen this collaboration. Thank you. I will say some words about the European Horse Network. As Mats said before, the network was formed and the initiative was taken during the Swedish EU presidency. And it was launched and set by the international conference EU Equus in Uppsala in October 2009. And the main, and from my point of view, the big aim with the network is to both put and strengthen the position of the horse and the horse industry at the EU agenda. The way to do it from our perspective is to try to gather all structures from the horse sector: breeding, sport, leisure, education, science, health, welfare, and so on. And we will try to use these internal experts to inform and promote about different important messages for the horse sector. As you see at the slide, you have the more formal mission for the European network. And after 4 years' work, I can see that the result has been a platform and a tool for the industry which can talk with a common voice for the horse sector. I think we have a dynamic structure. We have a little small money, but we have huge ambitions. And this is a tool that we can use to influence the decision makers and our representatives at the EU level. And if we change the slide, you can get a picture of the members. Today we are 18 members, and you can see that there are a lot of different type of organizations, all from the big FEI, which is a worldwide international organizations,
from more regional cluster organizations. And one of them is Hipolia, which has talked earlier here in the morning. Yes, what have we done during these 4 years? I think our biggest success is that we, together with some member of the parliament, has created a horse group in the parliament. And now we have 2 to 3 meetings, lunch meetings every year. And I will give an example. For these lunches, we have an average of 6 MEPs attending. That's maybe not sound so much, but you know, which working with the politicians in Brussels, that's hard to gather them. And we also try to get relevant representatives from the commissions and the sector. At this time, we have had 6 meetings, 6 lunch meetings, and we have 6 different thematics. And up in the room, when we will leave, you can take a position paper. For every meeting, we make and print a position paper, so we have something to leave behind. And I hope that you are interested and pick one when you leave. For the future, at the 9th of October, we will arrange an expert seminar in Brussels. That will be the same day as we have our annual general meeting. And then we will try to gather members from the parliaments and representatives from the EU commissions. And the aim with this meeting is to discuss issues which will be on the table in the end of 2014 and 2015, which is, what should I say, which will be highlighted in the institutions. We think that sort of subjects could be horse identification, zootechnical conditions, animal welfare, that's your issue really, and also antibiotic resistance. From the Swedish point of view, I also will try to bring the negative aspects for especially the European horse breeders of the current legislations about the Consumer Sales Directive, which we think is not adapted for living animals. Final, from my point of view, I think that we, with the work in the network, has showed that lobbying not always need big money. We have small incomes from our member fees, but despite this, I think we have taken a number of steps towards our goal to increase the coordination of the equine organizations and the equine issues, all to increase the knowledge and the goodwill for the horse industry at the Europeans, to the Europeans decision makers. Thank you. Merci Stefan Johansson. Vous êtes un peu le Paul Sarcial européen finalement. Yeah. Thank you. Rolly Howers, Monsieur Johansson parlait de bien-être des chevaux. Donc vous animez le Horse World Welfare, cahier des charges mondiales qui veille à l'intégrité, à la bonne santé du cheval. Vous pouvez nous en dire quelques mots? I think you speak in English also. I'm afraid I do. I apologize. My school French is not good enough to be French. able to. En français. Pardon. But for 5 minutes I will speak. So if I could turn on to my first slide, my next slide, sorry. The agenda talks about equine welfare or animal welfare being a major issue, and of course that it is. But why is that so? Well, fundamentally, outside the ethical obligations we have when we use horses in a variety of ways, it is fundamentally interlinked with equine health, but also with human health, and that's because of the spread of infectious disease,
but as we've also heard about already this morning, the role that horses play in the human food chain, and the fact that horse meat is eaten relatively widely around the continent. But more than any other animal, the horse is hugely versatile. We can see this when we look back in the history of Europe and the role it has played in countless military conflicts. But bringing it up to date, it is now used as an elite equine sports athlete. It is used obviously majorly as an animal of leisure, a huge leisure industry that goes on around the use of horses. It is used increasingly in areas of human therapy, especially I know in a number of member states where horses are being used now to rehabilitate servicemen that have been injured on the battlefield. And of course, in so many countries, less so in Europe, but in some cases in Europe, the horse, the equine, is used as a working animal. And so that versatility is the equine's greatest asset to humans, but it is also, in some ways, their greatest threat as well, because they are neither companion animal nor agricultural animal. They fall somewhere in between. And so often in the legislative landscape of Europe, horses and their requirements and their unique requirements are not recognized. And even when there is protection, then the unique requirements of horses are not met. A key issue that very much flowed out of the horse meat scandal that spread across Europe at the beginning of 2013 is the importance of having an effective equine identification system. That's really important when you talk about horse sport and actually ensuring that the animal competing is really the animal it should be. But far more importantly, in terms of enforcing or regulating any issues around equine health or equine welfare, unless you can be assured of that animal's identification, then you have a real problem. And we will also have a real problem if a major infectious disease comes into Europe, because in so many member states, we have no traceability about where the horses are. And as we all know, when a disease hits, the one thing you need to know is to be able to contain it. And to be able to contain it, we need to know where those animals are. One thing that, as point 4 highlights here, is across Europe, organizations and many welfare organizations will constantly talk about the lack of understanding, whether we're talking about a sports athlete, but often, far more importantly, around the leisure athletes, leisure animals, that the people who are owning these animals now simply do not have the basic understanding of how to look after that animal. And clearly, education has a huge part to play in improving that, and we as a sector need to start to raise our game to be able to make good that deficit. But perhaps the one message I would like to leave today is the issue of establishing a base of evidence for the equine sector across Europe. We've heard already today that in places like Normandy, there is very good data on the role of the equine sector within this region, the huge amounts of revenue it generates, the huge amount of jobs that it employs people within, both directly and indirectly. But that is simply not the case across Europe. And in many member states, there's a total lack of that information. And the European Commission spoke to us about this last year because they recognize that when it comes to elite thoroughbred animals, they know a little bit. When it comes to horse slaughter and the slaughter animals, they know more. But they know nothing and do not regulate at all anywhere in between of those two points of reference. And of course, as we know, the vast majority of the equine sector within Europe falls between those particular goalposts. So on my next slide, I outline this welfare project that we established at the end of last year. It was being coordinated by World Horse Welfare and Eurogroup for Animals based in Brussels.
And its aim is, as it says on the slide here, and I apologize for it only being in English, but it's to provide data for the current initiative, whether it progresses or not. Obviously, we need to wait and see, for the Animal Welfare Framework Law and its impact assessment, but also hopefully then to be an equine policy roadmap for the Commission, for Europe, over the next 5 years. And what it is looking to do is to cover initially the size of the European equine sector, trying to tie in the various pieces of evidence, such as from Normandy, to come across the 28 member states, to look at the existing welfare legislation. And that is hugely varied when you look across member states. From many member states where there is no equine welfare legislation whatsoever, to countries like Denmark, which has a hugely prescriptive legislation detailing the size of stables, the amount of grazing that a horse should every day, and the fact that it should always be, being a social animal, always have equine company. But obviously, most importantly, then it's going to look at where the gaps are, where the key problems are, and where best practice from the sector can step up to fill those gaps, and where legislation may be able to support that. It's certainly not a question of more legislation, it's a question of better legislation. In terms of a timeline, this project initiated with an EU experts meeting in Brussels back in May. Since the Commission has asked that for the steering group to be established to advise the welfare project that Eurogroup and World Horse Welfare are working on. That has key industry input into it. And the idea is that the project will be complete by the end of the year, and there will be a major conference in Brussels next February where the output from this project can be presented, and then a discussion can take place about where we go next, because I think it is a key issue for the sector across Europe to work together where we have problems and where the sector itself can step up to the mark and where we need legislation to support that. The preliminary findings of the project are fascinating. We don't even know how many horses there are in Europe. Our initial indications that it's somewhere between 6 million and 10 million. That's quite a gap to be able to sort of focus in on. But the issues that so many parts of the sector are totally unregulated, and a fascinating one is in Italy, where donkey milk production is quite a significant industry. That milk is being fed to or given to many members who are very vulnerable, like the young and the elderly. But there is no, as we all know within the agricultural sector, about the requirements for cow's milk. But yet, with donkey milk, there is no such regulation. So I think it is for us to be able to gather this data together and then to be able to present that to the Commission with a series of recommendations. And it's those recommendations where we very much want to work across the sector to try and find areas of unanimity as many times as we can. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Owers. Welfare, c'est bien-être, hein, c'est ça, bien-être, image. Alors, l'image du cheval, Éric Brion, vous dirigez une chaîne qui a le souci de donner une meilleure image possible du cheval. Et vous êtes la seule chaîne au monde à retransmettre en direct quasi-totalité de toutes les disciplines, des 8 disciplines. Vous faites des records d'audience absolument extraordinaires en ce moment. Donc, quelle est votre ambition avec cette chaîne Equidia Live, Equidia Live? Bien évidemment, je pense que vous ne diffusez pas encore en langue anglaise et dans toute l'Europe, mais au moins en France, vous avez un job qui ne cesse de s'intensifier. Alors déjà, je voudrais remercier l'ensemble des équipes de Ouest France, parce que ça a été un vrai plaisir de travailler avec tout le monde pour préparer cette conférence, et j'espère qu'elle perdurera. Donc merci à toutes les équipes de Ouest France. Merci de donner la parole à travers moi à Equidia. Pour assurer mon voisin par rapport à ce qu'il a dit, sur Equidia, on a des programmes sur le bien-être du cheval. On a une émission mensuelle de vétérinaires, et donc on traite ce sujet
vraiment à fond, parce que justement, souvent quand les cavaliers rentrent et qu'ils ne savent pas comment soigner leurs chevaux, on essaie de leur donner des conseils, et c'est un axe de travail que nous avons développé depuis 2 ans. Sur Equidia, d'abord vous dire que la chaîne, parce que tout le monde dans la salle ne connaît pas forcément Equidia, pour vous abonner, on peut en parler après si vous voulez. La chaîne a été créée en 1999 par Le Trot et France Gallo avec le concours du PMU. Dès le départ, ce choix de la marque Equidia était fort, puisque dans l'esprit de ses fondateurs, alors pardonnez-moi, il y a certains fondateurs qui sont dans la salle, Paul Essartial, Louis Romanet, Dominique de Bellègue, également Bertrand Bélinguier et Jean-Luc Lagardère. En appelant la chaîne Equidia, ils ont souhaité, à travers ce mot, parler d'un média généraliste, qui ne parlait pas que de courses, qui ne parlait pas que de sports équestres, mais qui, en fait, quand je suis arrivé, quand j'ai relu les documents fondateurs, disait que ça devait être la vitrine d'une filière d'excellence, la filière du cheval en France. Et donc, c'est comme ça qu'est né Equidia, avec cette idée très innovante, et je reviendrai sur l'innovation tout à l'heure, c'est qu'un sport devait maîtriser ses images, et c'était une idée en 1999 que ni le foot ni le rugby n'avaient eu, mais qu'il fallait maîtriser son image, la distribuer sur le média télé, pour assurer une diffusion dans des points de vente, ceux du PMU. Et pour répondre à votre question, Equidia est diffusée en anglais, Equidia Live, à travers tous les partenariats du PMU aujourd'hui. Elle est diffusée en allemand aussi. Mais grâce à ces contenus, réussir à aller dans les points de vente du PMU, mais aussi, et c'était la grande nouveauté, chez les particuliers. Alors Equidia, c'est un objet médiatique audiovisuel un peu particulier et complexe, parce que c'est à la fois un média grand public, qui est reçu dans les foyers, par le web, sur les tablettes, sur les mobiles, mais c'est aussi un support de jeu, en tout cas pour Equidia Live, et c'est une chaîne de socio-professionnels. Si vous allez dans n'importe quelle installation équestre ou hippique, notre audience doit être de 99,9%. Bon, c'est pas partout comme ça, mais vraiment, c'est aussi une chaîne pour les socio-professionnels et c'est important dans sa programmation. Donc, Equidia est aujourd'hui diffusée dans 20 millions de foyers en France, en Suisse et en Belgique. Elle est disponible sur l'ensemble des offres de télévision payantes. En 2011, la chaîne Equidia s'est dédoublée. C'est-à-dire que nous avons, avec le Trot et le Gallo, décidé de lancer 2 chaînes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec l'ouverture du marché des jeux, il y avait de plus en plus de courses sur la chaîne unique et en fait, il n'y avait plus de place pour répondre à la promesse éditoriale généraliste de la chaîne unique. Donc on a lancé une chaîne 100% dédiée aux courses qui s'appelle Equidia Live, qui fait, c'est simple, de l'information en direct le matin, de l'information hippique, du pronostic, qui retransmet l'intégralité des courses qui sont dans le programme de prise de paris du PMU. Ces courses, je ne vais pas détailler tous les pays, mais elles viennent des 5 continents aujourd'hui. On diffuse des courses du Chili, d'Afrique du Sud, d'Australie, de France, du Japon, partout. Toutes les chaînes, toutes les courses du monde sont reprises sur Equidia. Et puis, à côté de la chaîne course, on a créé Equidia Life, qui est un média qui revient aux origines de la première chaîne Equidia, et qui est une généraliste, à la fois parce qu'elle parle de tout ce qui concerne le cheval. En ce moment, bien sûr, je vais y revenir, on est le seul diffuseur intégral des Jeux équestres mondiaux FEI Alltech Normandie 2014. Je ne sais plus si je l'ai dit dans le bon sens. C'est contractuel, je suis obligé de le dire. Et en même temps, on va diffuser des programmes sur l'élevage, des programmes sur les courses, sur Equidia Life. On va également, à travers tous les types de programmes, traiter de la matière. Donc c'est de l'information, du magazine, du documentaire, des séries pour enfants également, puisque les enfants sont très intéressés par le sujet cheval, et des retransmissions des plus grandes compétitions. Donc si on fait un peu le bilan de cette stratégie, parce que dès l'origine de cette stratégie, il y avait très clairement dans l'esprit du monde des courses cette idée, à travers Equidia Life, d'aller conquérir une nouvelle clientèle. Comme vous le savez, il y a beaucoup de projets stratégiques en ce moment à l'intérieur de l'institution des courses, notamment au sein du PMU, le projet PMU 2020. Et l'existence de ces 2 chaînes, le développement d'Equidia Life ne s'est pas fait juste comme ça pour ajouter une chaîne à une autre, mais pour atteindre des objectifs extrêmement précis. Et là, on est bien dans la thématique du levier de développement
de l'industrie du cheval et des courses en France. Alors, si on parle d'abord d'audience, et je parle là de l'audience à la maison, le doublement des chaînes a permis, selon les vagues d'audience, de conquérir entre 15 et 30% de téléspectateurs en plus. Donc déjà, sur ce point, ça nous a permis de largement dépasser l'audience de l'ancienne chaîne unique. Si on parle maintenant de ce qu'on est en train de vivre, juste avant de commencer, j'ai demandé à mon équipe d'avoir le chiffre des JEM. Sur la première semaine, on a fait 1 200 000 téléspectateurs sur Equidia Live. Alors mes actionnaires sont dans la salle, ils savent que l'objectif, il était en cumul d'1 million de téléspectateurs sur les 2 semaines. Donc ça veut dire qu'il y a un public, et lorsqu'on traite très correctement et à fond la thématique du cheval en France, eh bien on arrive à toucher un public à 1 200 000 téléspectateurs qui est beaucoup plus large que uniquement le public des passionnés de cheval. Donc là, on sait déjà, aujourd'hui, lundi matin, et ce chiffre, on l'a vraiment reçu, j'ai reçu juste avant la conférence, qu'on a atteint largement notre objectif, mais qu'on est allé toucher au-delà des passionnés et qu'on a fait venir un nouveau public pour le cheval. Et ça, c'est extrêmement important en termes de levier, de conquête, de développement de notre industrie. Ce qui est également très important de comprendre avec Equidia Life, c'est que Equidia Life a été le socle d'une stratégie et d'un développement digital extrêmement fort, qui n'était pas possible en fait avec uniquement une chaîne de courses. Pourquoi ? Parce que le public des courses est un public assez masculin et encore assez âgé, qui n'est pas aujourd'hui très utilisateur du web ou des réseaux sociaux. Alors qu'à contrario, le public d'Equidia Life est un public jeune, plutôt CSP+, féminin. Et aujourd'hui, en moins de 3 ans, nous avons réussi à attirer 300 000 fans, ça sera le chiffre à la fin de l'année, sur Facebook. Et nous allons dépasser les 300 000 visiteurs uniques sur le site equidia.fr. Ce que nous n'avions jamais réussi à faire avec la chaîne unique et avec uniquement une chaîne consacrée aux courses. Donc ces développements digitaux, ils ont été rendus possibles par la population que nous avons touchée. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette population nouvelle, nous lui parlons de courses également. Mais nous lui parlons de courses très différemment. Quand vous allez sur la page Facebook d'Equidia, vous inscrire, si vous ne l'avez pas encore fait, on parle tous les jours de courses. Mais on ne va pas parler de courses comme on en parle sur l'autre chaîne, sur Equidia Live. On monte les chevaux, on explique qui ils sont, comment ils s'entraînent, comment ils sont arrivés à devenir des champions. Et c'est assez drôle, mais ce soir, on fait à Deauville, d'ailleurs vous êtes tous conviés, le premier événement social du cheval qui s'appelle l'Equestrian Fan Trophy en partenariat avec CWD. Et on a demandé aux internautes et aux fans Facebook d'Equidia d'élire le cheval de course préféré. Et ils ont choisi Timoko. Ils ont choisi Timoko, ce qui est assez étonnant, mais qui prouve, parce que quand on est fan de sport, on ne connaît pas forcément Timoko. Les gens de course, bien sûr, connaissent tous Timoko. Mais ils ont choisi ce cheval. Et on a regardé dans l'historique de ce qu'on avait écrit sur Timoko, et je pense que ça vient largement de là. C'est-à-dire qu'on avait fait une description assez longue d'où venait Timoko, comment il était arrivé là, le fait qu'il ait couru à l'étranger. Et ça nous a permis de mettre en avant comme ça certains champions. Alors, quelques résultats peut-être plus chiffrés. On a fait une enquête au mois d'avril sur les téléspectateurs d'Equidia Life. On leur a demandé quel était leur rapport aux courses. Il y en a 61% qui nous ont dit avoir regardé les courses au moins une fois depuis la naissance de la chaîne. 24% tous les jours et 42% les jours des grandes courses. 86% nous ont déclaré que ça les aidait à mieux comprendre les courses. 82% qui ont une meilleure image des courses après avoir regardé Equidia Life. Et 63% qui ont envie d'aller sur un hippodrome. Et 53% qui ont envie de parier. Ces 5 chiffres sont extrêmement importants, justement, sur cette logique de levier, de stratégie et de conquête de clientèle. Dans l'autre sens, 20% des téléspectateurs d'Equidia Live sont allés regarder les programmes de sports équestres, donc on voit bien que le chemin entre les deux chaînes, les passerelles sont extrêmement fortes. Sur les Jeux équestres mondiaux, c'est cette volonté qu'on a eue, comme pour les Jeux olympiques, de faire
l'intégralité des jeux et nous en sommes vraiment extrêmement heureux. Et je voulais un peu, par rapport à ce qu'a dit Fabien Grosbon, dire que les jeux, pour moi, se passent extrêmement bien, que l'organisation est vraiment très bonne et qu'on voit des spectacles extraordinaires et que c'est avant tout ça qu'il faut retenir plutôt que des problèmes de circulation ou des problèmes de parking, parce que je pense que les jeux se passent de façon très belle et en tout cas, nous, en tant que médias, je veux dire que ce qu'on peut montrer à l'antenne est vraiment exceptionnel. Enfin, et je finirai par là, en conclusion, on peut dire que Equidia Live donc, a été un formidable levier de conquête de clientèle pour l'industrie des courses françaises et pour le PMU. Et la démonstration est également valable pour le cheval de sport, même si on peut regretter qu'au démarrage d'Equidia, la fédération était très présente, elle finançait une partie des programmes. Aujourd'hui, Equidia est financé à 100% par le monde des courses, mais avec les retombées qu'on peut constater. Et dire aussi, à titre personnel, que je pense qu'Equidia peut être, pour l'industrie des courses, un formidable levier à l'étranger. Parce que grâce aux programmes que l'on fabrique, que l'on produit, on va pouvoir exporter ces programmes, notamment sur le web, pas en télé, ça coûte trop cher. Et récemment, lorsqu'on est allé avec Philippe Germont rencontrer des responsables chinois, eh bien, le fait qu'Equidia fabrique des programmes les a beaucoup intéressés pour essayer de développer justement les contenus sur la santé, sur la pratique équestre dans un pays comme la Chine qui n'a pas de programme. Et le dernier mot que je voudrais retenir en tant que levier, c'est le levier innovation. J'ai commencé par là, en 99, je voudrais finir par là. L'année prochaine, Equidia Live passera en HD. Nous aurons, je l'espère, un système de tracking qui sera mis à l'antenne et des systèmes de données qui seront intégrés sur le sport directement sur les écrans. Je crois que c'est indispensable parce qu'Equidia doit aussi se battre dans un monde très concurrentiel du sport. Et si on veut aller chercher des nouveaux clients, puisqu'on parle bien de clients, on parle bien de gens qui vont venir sur les hippodromes, dans les écuries ou jouer, ça passe également par un développement très fort d'innovation. Je sais que ce matin, ce message a été relié et je le remercie par Louis Romanet. Merci Eric. Moi j'ai envie de poser une question à nos trois premiers orateurs. Vos propos étaient à la fois teintés de certaines interrogations, dans la mesure où en Suède, on voit bien que le jeu, et on en parlera tout à l'heure pour la France, le jeu sur les courses hippiques stagne depuis quelques années. Au niveau européen, la problématique du retour sur les paris et de la fiscalité n'est pas tout à fait quand même entérinée. Il y a quand même un certain nombre de menaces. Donc, ce que j'avais envie de savoir un petit peu, c'est d'avoir une conclusion, c'est-à-dire une synthèse. Est-ce que vous pensez qu'on peut régler le problème de la fiscalité des paris et d'inscrire ça une bonne fois pour toutes dans le marbre en ce qui vous concerne, Jean-Pierre? Et est-ce que, en ce qui concerne la Suède, vous pensez que le pari hippique est condamné aujourd'hui à stagner ou est capable de rebondir? I don't know if I can probably start. Jean-Pierre may fill in. With regard to the Swedish situation, we are at level, at par compared to last year. But it is, as I said, it is tough. We are in full swing getting new customers. I see in the program that Philippe Camon is going to speak about the same thing in PMU. Is a shared challenge. What we suffer from, and I think that is also goes for many of the European colleagues we have, is increased penetration of unregulated internet-based betting companies, not contributing to the sector at all. At the same time, ATG, in this case, under the agreement with the Swedish government, has to pay a very high tax on
35% of our totalisator net, and that is tough. We need a new we need a new regulation for the gaming, for the horse betting industry, and for the whole betting sector, the whole betting industry. And then we have to take our challenge as an industry to be interesting enough to be to get more modern. I really share your analysis on who is watching the races part of our industry. It's kind of those having been sitting here all the day, men between 55 and 65, some of them with some gray hair as me. So we have a challenge there. I think it's doable, but we need some new political we need some political changes that gives us a more level playing ground with the current unregulated actors. That I think is a very valid point. Moi, je vais répondre à la question de la manière la plus directe et la plus forte, c'est que le pari est indispensable, c'est capital. Donc il est hors de question de penser qu'un jour on peut continuer des courses, je parle de l'Europe, sans le pari. Et on le voit très très bien en Italie. Mais il y a des principes, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que c'est un système qui est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de leviers, beaucoup de rouages. Vous en touchez un, vous ne savez pas exactement quelles sont toutes les conséquences. Et puis on vit aussi, moi je le vois avec mes collègues, ce qui est souvent rapporté, c'est l'explosion des autres jeux. On est dans l'industrie mondiale du jeu et bien entendu, il y a un développement. Je rappelle juste un chiffre en Italie, pour ne pas faire long. Il y a en 2008, je crois que l'ensemble des jeux, c'était sur le pays italien, 30 milliards, je ne vais pas me tromper. Aujourd'hui, on a 90 milliards. Donc la part du jeu, du pari à l'intérieur, il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire qu'on va reprendre 20 milliards. C'est tout simplement pas possible. Donc il y a d'autres pistes, etc. Et notre objectif, en tant que responsable de filière, on est plus qu'attaché au pari, bien entendu. Et ce que nous souhaitons faire, c'est de mettre en place progressivement une gouvernance pour pouvoir donner une suite, pour pouvoir et les pays dont j'ai parlé, nous attendons d'eux, alors ça je peux me permettre de le dire, et puis les présidents sont là, c'est qu'ils soient encore plus forts, parce que s'ils devaient s'affaiblir, alors c'est toute l'Europe qui s'affaiblit. Elle est déjà pas très forte dans beaucoup de pays. Donc là, moi, je n'ai pas beaucoup d'hésitation. Mais il faut mettre en place une gouvernance avec des protections et il faut travailler ensemble pour pouvoir peut-être conquérir de nouveaux marchés, même tout près de chez nous, quoi, voilà, en Europe. Je voulais encore dire rapidement quelque chose. Le grand danger, c'est les courses virtuelles. Et je vais prendre une minute parce que là, il y a le président de la Fédération suisse de sport équestre qui, avec moi, dans un conseil de filière de la surveillance en Suisse, et notre président, l'ancien directeur général du Hara fédéral, nous racontait ses vacances en Italie, dans le sud de l'Italie. Et il disait, j'ai vu des drôles de choses. Le Hara, dans le sud de l'Italie, il est quasiment abandonné. Il y a de l'herbe qui pousse partout. Les chevaux sont plus entretenus. Il y en a la moitié moins. Et il dit, le pire, en sortant dans le village, les gens ils jouent sur des courses virtuelles. Il dit, mais il existe toujours des courses. Mais elles sont sauvages, au pied de la montagne, sur une espèce de piste ou un chemin. Ils jouent, ils courent de manière tout à fait sauvage. Ça n'existait pas il y a simplement 6 ans ou 7 ans. Donc cette machine dont on parle, elle est extrêmement fragile. Et moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Et j'entends des gens qui se battent pour ne pas changer. Je crois qu'on n'est pas dans un combat retardateur, je suis même certain. Et on n'a pas besoin de révolutionnaires non plus, on n'a pas besoin de révolution. Je pense qu'il faut se mettre en adéquation avec notre environnement. Ça s'appelle l'aggiornamento ou quelque chose comme ça. Mais il faut le faire. Et je pense que tous ensemble, on est capable de le faire, je suis certain. Merci Jean-Pierre. Avez-vous dans la salle des questions à poser à l'un ou plusieurs de nos intervenants, sachant qu'on peut disposer de 5 petites minutes allez. Bonjour Jean-Marc Betsch. C'est une question générale. Depuis ce matin, le mot passion a été prononcé 15 000 fois et le mot bien-être aussi. Il y a sans doute un consensus pour dire qu'on est tous passionnés et que quand on va chercher un cheval à qui on n'a rien demandé, c'est pour le plaisir qu'il va nous apporter, qu'on l'achète ou même qu'il y a un enjeu économique derrière. Et est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'acheter un cheval, d'aller chercher le bien-être qu'il va nous apporter, sans s'occuper de son propre bien-être? On va dire non. Quand on va acheter un téléviseur ou une machine à laver, on paye tous une écotaxe pour la fin de vie du téléviseur ou de la machine à laver.
pourquoi on ne peut pas mettre en place une équitaxe sur absolument toutes les transactions, tout le monde, aucune exception française, parce que si on commence à faire une exception, et cette équitaxe, elle a juste pour but de financer le bien-être des chevaux, dans lequel on peut mettre la recherche pour la Fondation Hippolia qui a du mal à vivre, ou la fin de vie de nos chevaux, et les situations parfois dont on a honte concernant l'équarrissage ou la fin de vie. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas, sur des projets comme ça, mettre tout le monde d'accord et faire une équitaxe pour le bien-être des chevaux ? Très bonne remarque. On demandera tout à l'heure à nos intervenants de la 5e table ronde, en particulier à Jean Arthuis, ce qu'ils pensent de votre proposition. Et Rolly, vous voulez dire quelque chose par rapport à la mise en place d'une équitaxe qui assurerait une garantie de bien-être aux chevaux et en tout cas, en tous les cas, une sortie convenable lorsque, une fois que l'usage du plaisir, que ce soit pour la course ou pour l'équitation, est terminé, d'assurer aux chevaux une fin de vie à la hauteur du plaisir qu'ils ont apporté à leurs utilisateurs. Qu'en pensez-vous? I think the idea is very attractive, but the problem is the only way you can guarantee the welfare of an animal is to have responsible ownership. And for that, we need responsible and informed owners. We see across all member states where you have a tax, where you have a regulation, it is so often the law-abiding that will abide by that law when so many others do not. And therefore you have the law-abiding few sometimes paying the tax and many of the people who are perpetrating the real, some of the most significant welfare abuses are not. So I think as attractive as it is, I think there is no getting away from the fact that we have to work together to create responsible ownership across all sectors of the equine industry, from elite athlete across to leisure animal, across to slaughter animal. And bear in mind that one animal can also fulfill all three of those categories in its lifetime and have different owners along that way. So I think it is responsible ownership that is the key to well-being and the welfare of horses. Taxation can play a part in that, but I think we certainly can't think that taxation is the total solution, because it isn't. Merci, Rolly. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Donc, oui. Alors, est-ce qu'on peut passer le micro à monsieur qui est au 4e rang, au milieu, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Vous avez une personne, 4e rang à droite. Là. Ah, vous, ne vous battez pas hein, pour... Oui, bonjour, Laurent Vadé. J'ai juste une question pour monsieur Éric Brion. Il y a eu 2 tentatives, je crois, précédemment pour faire venir Equidia sur le réseau non crypté, c'est-à-dire sur la TNT. Est-ce que dans le cadre de la conquête de nouveaux publics et afin d'élargir l'audience de la chaîne, est-ce que vous pensez quitter justement le schéma crypté et essayer de revenir sur une chaîne à grande diffusion? En présence de mes actionnaires, je peux vous répondre définitivement non. Nous n'irons pas sur la TNT pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça coûte extrêmement cher. La diffusion en TNT, c'est entre 5 et 6 millions d'euros de charges de plus, alors qu'aujourd'hui, il y a à peu près en France, on va dire 25-26 millions de foyers télé, et je pense que d'ici à 5-6 ans, avec la DSL, la fibre, où on est, le câble, le satellite et l'autodistribution par le web, par les mobiles ou par les tablettes, on sera quasiment dans tous les foyers. Voilà, donc ça c'est la première raison, c'est le coût. La deuxième raison, c'est que la TNT, et c'est assez logique, est quand même réservée à des chaînes plutôt généralistes. C'est de la fréquence rare, hertzienne. Et même si on a été candidat 3 fois, il faut quand même être assez lucide. C'est plutôt réservé à des chaînes qui touchent le public le plus large possible. Dernier point, c'est que vous avez vu récemment que LCI, Paris Première, n'ont pas pu avoir accès à la TNT gratuite. Donc
on est très fiers de ce qu'on fait, mais on sait aussi qui on est, et on sait qu'on s'adresse à un public certes large, mais qui touche pas l'ensemble, notre programme ne touche pas l'ensemble de la population, et que de toute façon, avec l'évolution de la technologie, ce public-là, même au fin fond des endroits où on n'arrive pas à recevoir aujourd'hui la télévision facilement, on va y arriver un jour, et que cette dépense de 5-6 millions me paraît totalement superflue, surtout par les temps qui courent. Merci. C'est la last one. Stéphane Meunier, entraîneur. Pour revenir à Equidia, comment ça se fait qu'on a toujours un problème d'annonceurs? Alors, on a un problème d'annonceurs. D'abord, on est une chaîne payante. C'est la première chose. Il ne faut jamais oublier que tous les mois, les gens payent pour regarder les chaînes payantes. Donc, vous avez systématiquement, la télévision payante n'est pas un média financé par la publicité. Donc, je peux même vous dire que pendant les Jeux équestres mondiaux, sur certains moments, on a limiter les écrans pour laisser voir le sport, parce que les gens payent pour nous regarder. La deuxième chose, c'est que, et c'est pour ça que la conquête de clientèle est importante, pendant très longtemps, la majorité de notre public était assez âgé, masculin, CSP-, excusez-moi, des éléments de marketing, c'est-à-dire des cibles qui n'intéressent absolument pas les annonceurs. Mais quand même, en l'espace, depuis la création des deux chaînes, nos recettes publicitaires ont été multipliées par 2. Donc, ça prouve que la nouvelle chaîne est capable d'attirer de nouveaux annonceurs. On vient de faire rentrer Chanel, Lacoste, Land Rover, qui sont désormais sur Equidia. Et puis le dernier point, c'est un paradoxe, mais il est réel. Le moment où on fait le plus d'audience sur Equidia Live, c'est pendant le direct des courses. Or, notre choix, et il est volontaire, et on en a débattu encore il n'y a pas très longtemps au sein du conseil d'administration d'Equidia, qu'est-ce qu'on met? On met de la pub ou on laisse du temps pour que les joueurs puissent jouer? Le choix, il est évident. Il n'y a aucune comparaison possible entre ce que vont jouer les joueurs s'ils voient les chevaux dans les points de vente, s'ils ont le temps de jouer, et puis ce que va rapporter un spot publicitaire. Donc le paradoxe, c'est que c'est un peu comme si TF1 décidait à 20h30 de ne pas mettre de pub, alors que c'est son pic d'audience. Nous, c'est ce qu'on fait au moment du quintet. On limite les écrans parce qu'on ne veut pas gêner les parieurs. Mais si on mettait plein de pubs dans le direct, on gagnerait beaucoup plus d'argent, mais le PMU en perdrait et l'institution des courses, au final, le trot et le galop perdraient de l'argent. Voilà, donc on n'a pas de problème d'annonceurs, vraiment pas. Et c'est un choix aussi parfois de limiter la publicité sur Equidia. Pardon, ma réponse est longue, mais c'est un sujet qu'on me pose à chaque fois, donc je suis un peu rodé. Ok.